Eh bien, on se retrouve maintenant en direct avec un vrai auteur en chair et en os. Et ça fait du bien aussi, même si on est tout à fait content d'avoir pu interviewer tout le monde à distance. Alors, on reçoit Aurélien Delceau. Bonjour Aurélien. On est content de vous avoir. La chance que vous avez et qu'on a... Ah, on ne nous voit plus à l'écran. Ça y est, c'est reparti. Donc je disais que la chance qu'on a, c'est qu'Aurélien, c'est entre guillemets un petit peu le local de l'étape, il habite pas très loin, et donc on peut se permettre, avec les distances qui s'imposent, cette rencontre en vrai. Et donc on va parler de ce livre qui s'appelle Pour Lucky, dont dans une demi-heure il y aura une lecture théâtralisée, des extraits en tout cas. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous vous définissez, j'ai trouvé cette définition de vous-même, je suppose, comme poète, peintre, pitre, prof, anciennement, puisque vous ne l'êtes plus, partisan et papa. Ouais, c'était sur Twitter, ça date un peu, parce que j'ai fermé mon compte Twitter il y a quelques temps. Ah, mais c'est reproduit sur le site des auteurs Auvergne-Rhône-Alpes. Ah, voilà. Donc vous êtes obligé d'assumer. J'assume, pas de problème. Sauf prof, parce que puisque vous n'êtes plus. Ouais. Donc vous êtes romancier, ça c'est toujours vrai, homme de théâtre également, puisque vous travaillez au sein d'une compagnie qui s'appelle la compagnie L'Arbre. L'Arbre, oui. Voilà, et donc qui mettra en scène et en espace, en lecture et en espace, tout à l'heure des extraits de Pour Lucky, ce roman dont on va parler. Et c'est un roman qu'on pourrait situer aussi dans quelques-uns des romans qui sont parus récemment. Je pense à Nicolas Mathieu, par exemple, qui a fait des éloges de votre livre. Je pense à Fief de David Lopez, par exemple. Je pense à 7-7 de Marin Fouquet. Une France, donc ce roman va décrire une France. On est dans un... Alors, il y a plusieurs appellations dans le roman. C'est ville, petite ville, bourg, bourgade. On ne sait pas trop exactement. Peut-être on pourrait dire trop du cul du monde, un petit peu de façon vulgaire, mais en tout cas une France dite périphérique, rurale ou néo-rurale, qui sont des endroits à la fois urbains, dans un espace rural, mais qui connaissent aussi une certaine, j'allais dire, banlieusisation. C'est-à-dire dans cette bourgade qui s'appelle Saint-Roch, on a un mélange entre un esprit traditionnel paysan et il y a quand même une cité, là c'est la cité des renards, et comme il y a cette cité des renards, on plaque aussi, à tort ou à raison, on plaque aussi sur cette cité tout un tas de choses qu'on voit à la télé, dans les grandes banlieues, dans les grandes cités, et censément, tous les gens qui habitent là-bas sont des rebus, des voyous, en tout cas des gens dont il faut se méfier plus ou moins. Et on va donc rentrer dans ce village, on va rentrer dans cette ambiance, dans cette commune, dans cet univers, avec pour personnage principal le personnage de Lucky. C'est un garçon qui est en tout début de seconde. Au début du roman, il quitte la troisième, c'est l'été, c'est les vacances, il quitte la troisième pour aller en seconde. Et on va le suivre avec ses deux copains. Il y a un qui s'appelle Abdul, qui est d'origine kabyle, et un autre qui s'appelle Diego, qui est d'origine portugaise. Oui. Mais justement, comme ils habitent les renards, je crois que c'est Lucky qui dit de toute façon portugais, algérien, letton, peu importe, tout ça c'est des arabes. Ouais. Voilà, donc ça classe tout de suite le niveau. Et donc on va les suivre dans leur quotidien avec beaucoup d'ennuis parce que c'est une ville, c'est un endroit où... Eux, ils s'ennuient. J'espère qu'on ne les suit pas avec ennui quand on lit le roman. Pardon, c'est ça. On les suit dans leur ennui, tout à fait. C'est ce qui était difficile d'ailleurs, c'est de raconter l'ennui, c'est assez compliqué. De raconter l'ennui sans ennuyer le lecteur. Enfin, j'espère y être arrivé, je ne suis pas sûr. Mais... Si, tout à fait. Et notamment, et ça on en reparlera, on essaiera d'en dire deux mots parce qu'on a un temps court, mais on n'a pas du tout d'ennui parce qu'il y a aussi un style qui est extrêmement travaillé, un mélange d'oralité, de style plus littéraire. Il y a un certain nombre de formes, notamment le passé simple, qui est utilisé comme un temps narratif un petit peu qui vient par-dessus tout ça. Donc il y a vraiment un gros travail aussi sur
sur la langue qui est fait dans ce roman. Et donc, on va suivre les 3 personnages dans leur quotidien à travers la découverte. Enfin, ils vont nous faire découvrir ce qu'ils vivent justement, ou ce qu'eux pensent ne pas vivre puisqu'ils s'ennuient. Et notamment Lucky. Et Lucky, il a une particularité. Dès le début du roman, on entre là-dedans, c'est qu'il entend des voix. Mm-hmm. Alors, ma première question, c'est ce personnage de Lucky qui, pendant assez longtemps dans le roman, se pose des questions par rapport à ces voix qui lui parlent. On ne sait pas trop exactement ce que ça signifie. Qu'est-ce que ça signifie, ces voix? Qu'est-ce que vous avez... Pourquoi est-ce qu'il entend ces voix, Lucky? Et pourquoi est-ce que vous avez créé ce personnage qui entend ces voix, qui sont des voix qui lui disent des choses intéressantes en plus, qui le font réfléchir sur son avenir, sur sa place, etc. C'est toujours compliqué quand on demande pourquoi on a créé tel personnage, ou pourquoi on a créé tel univers, ou pourquoi on a raconté ça dans tel ordre, parce que ça s'est souvent pas fait de façon consciente. Le roman, il est né en fait d'une rêverie autour d'un poème de Baudelaire qui s'appelle La Voix, et qui est un poème dans les épaves, dans la section des Fleurs du Mal, qui étaient les poèmes qui sont arrivés plus tard, en fait, avec les poèmes, quand il a republié les poèmes qui avaient été censurés, qui avaient été refusés. Et ce poème de Baudelaire, c'est un poème sur la vocation, en fait. Et c'est ça qui m'intéressait. Quand j'ai commencé à écrire le roman, je suis parti autour de ce poème, et puis il y a eu la lecture du livre de Nicolas Mathieu quand j'étais à peu près à la moitié du roman, et je me suis dit, zut, on raconte la même chose. On est dans effectivement la France périphérique, des jeunes gens, mais j'ai complètement admiré son travail. Là où je me suis dit que j'avais quand même une petite place et que mon roman avait quelque chose de singulier à raconter, c'est que peut-être que lui travaillait beaucoup la fatalité sociologique dans laquelle étaient pris ces personnages. Et moi, à travers les voix, c'était essayer de raconter comment, malgré la fatalité sociologique, ou dans la fatalité sociologique, il y a aussi une vie intérieure de ces adolescents. Pour le dire avec des mots peut-être un peu anciens, mais ils ont une âme, quoi. Sans que ce soit religieux en rien, mais ils ont des désirs de vie très puissants. Et alors, pourquoi Lucky entend des voix? À la fois parce que c'est une façon justement de parler de l'appel, de la vocation. Je voulais dans le roman opposer la vocation à cet horrible mot de projet qui est en train de tout dévorer et qui est en train en tout cas de détruire l'éducation nationale, en tout cas ce pourquoi l'école était faite au départ. Et la vocation, c'est l'exact opposé au projet. Le projet se construit, il faut rentrer dans des cases, il faut faire telle formation. La vocation, c'est cette espèce d'appel qu'on a profondément en soi et contre lequel on ne peut pas lutter et qui vous accompagne, même si cet appel ne correspond absolument pas à quelque chose qui vous fera gagner de l'argent ou qui vous donnera une place dans la société. Et c'est ça que j'essaye de raconter avec ce Lucky, qui entend des voix. Alors, est-ce qu'il entend vraiment des voix? Je ne saurais même pas vous répondre, parce que ces gamins s'ennuient tellement qu'un jour, dans leur trou, dans le sous-sol où ils se retrouvent tous les trois, Lucky va dire qu'il entend des voix. Et que ça a commencé au moment où son pépé est mort et qu'il a voulu toucher le cadavre de son grand-père et qu'on l'en a empêché. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Je ne sais pas. À un moment, il rencontre un personnage assez étrange. Ça pourrait être le diable, ça pourrait être un vagabond. C'est un clochard céleste au sens premier du terme, parce qu'il lui apprend les étoiles et il lui dit mais voilà, il lui dit mais regarde. Il ouvre l'horizon, c'est ça. C'est ça. Il lui dit voilà, lève la tête, au-dessus de toi c'est beau, c'est magnifique. Tu t'ennuies, tu crois que ce lieu est complètement nul et que tu es voué à y être enfermé. Non, lève la tête et regarde, il y a Orion, il y a la Grande Ourse, et surtout mesure qu'on est lancé sur cette planète qui tourne à telle vitesse, qui avance à telle vitesse dans l'univers, et qu'en fait on est dans un grand voyage, et ça ouvre complètement la tête et l'imagination de Lucky.
ça ne change pas sa vie au sens pour qui le regarde de façon extérieure, mais à l'intérieur de lui, ça change tout. Il redécouvre la beauté du visage de sa mère, il va se demander pourquoi il habite là, pourquoi il est loin des arbres, et on sent quelque chose qui s'apaise en lui. En tout cas, il gagne une grande force puisqu'il va oser répondre à ses profs quand on lui demande quel est son projet, et qui va oser donner une réponse que je vais pas donner ici, mais je laisse les lecteurs découvrir le livre. Mais voilà, une réponse un peu bravache, quoi. Et moi, je me suis dit que ces voix, au final, c'était aussi, de façon peut-être symbolique, la voix de la jeunesse aujourd'hui, qu'on n'entend pas forcément, dont on dit qu'elle n'a pas de voix, en tout cas, justement, pas de vocation, pas d'idée, qu'elle se laisse faire, etc. Peut-être ou une jeunesse sacrifiée des banlieues. En tout cas, moi, je voulais appeler au départ le roman Les Voix, qui n'était pas un si bon titre que ça, mais voilà, pour moi, c'était central. Il y avait ces voix qu'entendait Lucky, il y a aussi faire entendre les voix, effectivement, de ces trois jeunes, qu'on n'entend pas, qu'on entend mal, qu'on caricature, parce que quand on parle de la jeunesse aujourd'hui, effectivement, c'est soit pour trouver quelques héros ou quelques gagnants de Radio Crochet, ou au contraire pour dire que c'est des sales gosses, des trafiquants ou je ne sais quoi. Et moi, c'est des gentils. Enfin, il n'y a rien à raconter sur eux normalement. Mais c'est ça qui m'intéressait, c'était de montrer que il y avait quelque chose à dire sur ces vies-là, qu'il y a quelque chose à dire sur eux. Et qu'eux ont des choses à dire. Moi, je suis très content au final du titre « Pour Lucky », parce que dans ce « Pour Lucky », il y a à la fois le fait que le texte peut être un cadeau d'Abdoul à Lucky, mais c'est aussi un pour de défense de cette jeunesse qui, et on le mesure, je trouve parfois pas assez, affronte des défis, enfin un monde qui n'était pas les défis en tout cas de ma génération, et que j'admire, quoi. Je veux dire, ils ont quand même à la fin du monde à scoltiner, quoi. Tout à fait. Donc qu'est-ce qu'ils font avec ça? Enfin, faut mesurer le poids, même sans parler du confinement qui est encore autre chose et qui rend les choses encore plus compliquées, mais l'angoisse déjà de cette génération-là, et comment ils arrivent à avoir malgré tout une pulsion de vie qui vont puiser dans la musique, dans des tas de choses, et au fond je suis très admiratif d'eux. Et je le dis sans démagogie, parce que voilà, j'ai été prof et je me fais pas d'illusions sur. Je dis pas que tous les jeunes sont formidables ou que cette génération serait magnifique, mais je veux dire, elle a face à elle quelque chose de terrible à affronter. Et je veux dire, on voit bien que notre pays entre dans la nuit. On voit bien qu'il y a déjà ce qui est devenu l'école, la loi sécurité globale là, qui arrive. Et nous, on est conscient de tout ça et on peut être pour, on peut être contre, mais on peut se bouger. Mais eux, j'ai l'impression que ça leur tombe dessus comme une chape et qu'il va leur falloir déployer une force et une énergie pour construire autre chose parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais justement, ce qui est intéressant dans votre roman, c'est qu'on voit bien que, contrairement à certaines étiquettes qu'on colle justement sur ces jeunes qu'on qualifie de banlieusards, enfin voilà, de cités. Ouais. Alors eux, c'est particulier parce que justement, ils sont perdus en deux identités. Le fait qu'ils sont dans cette France qu'on dit périphérique, mais bon, je suis pas sûr de comprendre bien le terme, mais ils peuvent pas se revendiquer de l'identité d'un village avec son club de foot, avec son boudin à la chaudière ou je ne sais quoi, enfin sa fête traditionnelle des marrons ou de la châtaigne, enfin de ce que vous voulez. Et ils ne peuvent pas non plus jouer les kékés en disant qu'ils sont d'une banlieue qui aurait son identité. Ils sont dans cet entre-deux qui est compliqué, quoi. Et à la fois, on voit bien justement qu'ils ont des envies, qu'ils ont parfois simples, et besoin de se construire eux-mêmes leur propre avenir. Voilà, Abdoul, par exemple. Abdoul... lui, il apporte un côté merveilleux de lui-même. Alors, autant Lucky, il a ses voix qui apportent
d'elle-même, et puis sa démarche avec ce clochard céleste, à un moment il va dans les bois, etc. Donc il y a un côté un peu poétique et magique aussi presque. Abdul, lui, à un moment, il dit aussi oui, moi j'entends des voix, et petit à petit, on va bifurquer sur les sirènes. Abdul, il est cultivé, mais il ne le dit pas trop, parce que bon, quand on a cet âge-là, ça ne fait pas forcément bien de faire Abdul, il a envie de... Il a quelque chose avec les livres déjà. Voilà, il passe des heures à la médiathèque, les autres s'ennuient, le sortir de ses gros romans. Mais il va découvrir la poésie et puis le théâtre. Il va découvrir le théâtre, il va aller pour la première fois au théâtre. Donc oui, lui, il y a l'engagement même, parce que... Et l'engagement aussi, ouais, parce que quand les Moutons Noirs, là, ce groupe politique vient, qui était déjà présent dans Sanglier. Vous parliez du territoire. De Saint-Roch, c'est un univers qui était déjà présent dans le roman précédent, mais qu'on voit sous un autre aspect, justement. Et Lucky, on pourrait aussi voir le roman. Enfin, moi, je ne sais jamais pitcher mes romans parce qu'il y a plusieurs livres dans les livres, et je n'arrive pas à les résumer en une phrase, mais on pourrait dire aussi que c'est l'histoire de la rencontre d'un ado avec la mort. Enfin, il a cette frustration de ne pas avoir pu toucher la peau de son pépé mort, et ça va le monter au point qu'il va lui-même être une sorte d'Orphée qui emmène, qui descend aux enfers avec ses deux camarades à la fin du roman. Et voilà, il y a aussi cette trajectoire-là. Et ces questions-là de vie, de mort, de beauté, de la puissance des mots, la beauté de la nature, l'amour, c'est ça les vraies questions éternelles des adolescents, quoi. Et quand on les enferme dans le couloir du projet, quelle horreur! Et ça, le projet, donc, il est présent, notamment par l'école, par les adultes. Oui, mais tout. Enfin, je veux dire, moi, le premier, je vais saouler mes enfants avec le projet, parce que c'est une angoisse d'adulte. Mais moi, j'ai juste essayé de me remettre à... Moi, à 15 ans, est-ce que j'aurais pu imaginer... J'écrivais, j'avais envie d'écrire, ok. Mais est-ce que j'aurais pu imaginer ma vie et me projeter dans... penser que je changerais de métier, que... Non, enfin, et ils ne le peuvent pas plus aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, c'est que Lucky, par rapport aux propos que vous aviez tout à l'heure sur ce qu'on peut penser, ou la façon dont le déterminisme dans lequel on enferme parfois cette génération, ou les gens d'une façon générale, quand même si ça a du mal à évoluer pour lui, mais il se remet en cause. Il voit les choses, il sent les choses, et il voit sa mère. À un moment, il y a une scène, un chapitre où il interpelle sa mère de façon plus ou moins violente et plus ou moins affective aussi. Il n'a rien contre elle, c'est pas la révolte adolescente en lui disant t'es nul. Il essaye de comprendre, il essaye de voir, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que tu en arrives là, d'avoir cette vie si triste et si terne, et comment je peux faire pour moi échapper à ça, en fait. Donc il se pose beaucoup toutes ces questions-là, et y compris, moi j'ai trouvé intéressant, il y a un lien intergénérationnel, notamment avec son grand-père, mais pas seulement, parce qu'il y a l'injonction des adultes, on va dire de nos âges à peu près, sur ces jeunes-là. Il faut que à 15 ans, tu aies déjà un projet professionnel, et on voit dans le livre effectivement les profs qui disent bon, alors c'est vous la conseillère d'orientation, qu'est-ce que c'est ton projet, qu'est-ce que tu veux faire, et sans arrêt. Il y a toute une page aussi sur les injonctions des adultes qui est assez forte, parce que tout est mis bout à bout. Et donc les injonctions contradictoires qui se prennent dans la tête 4 fois par jour. Je ne sais pas si ça va être lu tout à l'heure, mais c'est un... Oui, on l'a gardé. C'est une page qui est effectivement tout à fait révélatrice de nos propres angoisses et de nos propres paradoxes, et de tout ce qu'on peut projeter justement sur les générations futures. Mais donc il y a tout ça, et il y a quand même, et ça c'est intéressant aussi, ce lien intergénérationnel avec la question des grands-parents et arrière-grands-parents, à travers le pépé, qui est quand même un révolté, qui même jusque dans l'hôpital où il a Alzheimer, il dit vous m'aurez pas. Je suis le dernier. Il y a ce vieux résistant qui vient en classe, etc. Puis on sent bien que les gamins quand même, ça les touche. Donc il y a quand même aussi un lien intergénérationnel
qui est intéressant, j'ai trouvé dans ce roman aussi. Oui, peut-être c'est une autre façon de parler des voix, c'est-à-dire comment en nous, il y a des fils qui sont invisibles et qui sont comme ça des paroles qui se transmettent, qu'on reçoit, qui sont déposées dans l'adolescence ou dans l'enfance, et puis qu'on retrouve, qu'on réentend parfois adulte, et puis il y a quelque chose comme ça qui se tisse. Moi, une de mes angoisses, c'est d'avoir cru à un moment que plus personne ne croyait à une histoire commune, en fait. Que quelque chose était en train de se détisser. Parce que je crois à ça, je crois au pouvoir de la parole qui nous tient les uns aux autres, et pas que les uns aux autres, mais avec la nature. Enfin, je crois que c'est une des grandes fonctions de la poésie, comme ça, de tisser quelque chose qui tient le monde. Et eux, dans cette année-là, c'est un peu ce qu'ils découvrent aussi, quoi. Oui, Abdoul qui entend ce vieux résistant qui leur dit des choses toutes simples, hein, qui raconte les bêtises qu'il a faites quand il était... Enfin, oui, des bêtises... Oui, il dit que c'est des bêtises, oui, mais lui, il dit que c'est des bêtises, mais c'est terminé, parce que c'est pendant la guerre. Tout à fait. Et c'était des bêtises et des actes de résistance en même temps. Et on sent que Abdoul, il est pris dans cette parole, et on le voit quand arrive justement, quand le prof de français arrive et annonce la mort des enfants juifs en 2012, assassiné par Mera. Et on sent qu'Abdoul, voilà, ça résonne avec ce chapitre d'avant, et on sent qu'Abdoul, il est pris comme ça il est pris dans une histoire. Alors, il y a donc ces trois ados qu'on découvrira dans le roman, avec tout ce qu'ils portent, puisque c'est eux qui portent aussi tous les questionnements. Il y a aussi quand même la description, il faut en dire deux mots, de Saint-Roch, où effectivement on se dit, mais personne n'a envie d'aller vivre là-bas. Enfin, je veux dire... Mais si, c'est très bien. Je ne sais pas. Alors moi j'ai cherché Saint-Roch, savoir si ça existait. Bon, c'est une commune imaginaire, mais on peut supposer qu'elle ressemble à un certain nombre d'autres communes de même taille, de même situation géographique. Mais la façon dont vous parlez de cette commune, c'est violent quand même quelque part. Je crois que à un moment il est dit que c'est une ville qui aurait été posée là, je ne sais plus comment la phrase est exacte, ça aurait été chié là par quelqu'un sur un coin de... Ouais, ou jeté, comme un vieux mouchoir sale. Oui, je crois qu'il y a chié aussi. C'est vraiment comme une excroissance, une bouse. Mais on ne sait pas trop qui est le narrateur qui écrit ça. Et c'est possiblement un des trois. Et c'est le regard. Et moi, je comprends qu'adolescent, on puisse... je veux dire, je pense qu'un autre pourrait vanter le charme médiéval de certaines ruelles. Mais franchement, quand on est adolescent, qu'il n'y a même pas un cinéma, qu'il n'y a pas un endroit pour se retrouver, qu'il y en a un, mais qu'il n'est pas forcément adapté... Enfin, voilà, moi, Saint-Roch, c'est une ville imaginaire qui, à mon avis, va m'accompagner dans d'autres livres. C'est un paysage littéraire que j'ai installé dans Sanglier. Et donc là, c'est le point de vue des adolescents sur cette ville-là. Voilà, donc il n'est pas très flatteur. Mais en même temps, ils montent à un moment à la Vierge Bleue, là, au-dessus du bourg, et ils ont une vue sur la plaine et les montagnes au loin, et là ils ont un sentiment de la beauté. Mais effectivement, quand ils sont reconnectés à la nature, là pour le coup. Oui. Ouais. Mais dans Sanglier, il y a un autre. Il me semble que le regard est moins dur sur Saint-Roch. Oui, c'est vrai. Je me rattraperai dans d'autres. Non, mais et puis c'est pas un problème que ce soit. Non, mais regard dur, mais effectivement, voilà, il y a. Mais alors, c'est le point de vue des ados, mais il y a. Mais c'est une réalité, ces villes qui meurent. Moi, j'avais l'impression qu'il y avait quand même un côté un peu sociologique et aussi une critique, après tout, pourquoi pas, de ces petites communes qui ont du mal à se situer de toute façon entre. C'est un constat plus qu'une critique. On n'a pas beaucoup de moyens, on fait ce qu'on peut. Ouais. Il y a, par exemple, à un moment, il raconte, ces trois garçons racontent qu'il y a un festival de musique.
qu'on considère, que la ville visiblement considère comme prestigieux, et il l'est, ouais. et qu'il l'est sans doute, qui est là pour donner une image, mais en fait, tous les gens qui viennent à ce festival, enfin, d'après ces garçons, c'est très majoritairement des gens de l'extérieur. Bah, eux, c'est l'impression qu'ils ont, ce qui est sans doute pas tout à fait vrai, mais parce que personne va leur parler à eux de ce truc, ou que même si quelqu'un y allait, ça leur semblerait loin. Enfin, on sait bien comment ça fonctionne. Enfin, je veux dire, dans le monde du théâtre, on est les premiers à vouloir, enfin nous dans la compagnie, ce qu'on essaye de faire, en tout cas, de créer du public et donc d'aller dans des endroits où il n'y a pas d'abonnés au théâtre et mais on sait à quel point c'est difficile, à quel point on tourne très vite en rond, à quel point on s'adresse toujours aux mêmes. Donc voilà. Et à quel point ils ont l'impression que c'est pas pour eux. Et du coup, c'est pas pour eux. Enfin, moi, quand j'avais 18 ans et qu'on distribuait nos tracts de théâtre gratuits avec ma première compagnie amateur, le nombre de fois où sur le marché de la Tour du Pin on a entendu théâtre, c'est pas pour moi. Et il y a un énorme travail pour faire entendre que si, c'est aussi pour vous, si vous voulez. Voilà, il n'y a rien d'obligatoire, bien sûr. Donc vis-à-vis du festival de Saint-Roch, je pense que ça pourrait les passionner, mais voilà, c'est... Il suffirait d'un petit décalage, d'un regard un peu différent. Ouais, je pense qu'il faudrait un gros travail, la médiation, comme on dit aujourd'hui. Effectivement, qui va au théâtre et qui... oui, bah, le rôle de l'école, ouais, voilà, Abdoul, c'est clair que c'est grâce à l'école qu'il ira au théâtre pour la première fois. Donc il y a cet environnement aussi, donc il y a plein de personnages qu'on découvrira dans le roman, dont ce fameux clochard céleste, dont on ne sait pas trop effectivement qui il est, d'où il vient, est-ce qu'il est sympathique, pas sympathique, parce qu'à tour de rôle il l'est ou il ne l'est pas. Donc il y a tout ça, il y a toute la question tout simplement adolescente, c'est aussi un roman sur l'adolescence et l'adolescence dans une commune où... il ne se passe pas grand-chose. Donc, de toute façon, forcément, déjà, même dans les grandes villes, les adolescents, on a l'impression que parfois ils s'ennuient. Donc là, a fortiori. Et puis, il y a donc aussi quand même le travail autour de la langue, qui est très important, très intéressant, moi j'ai trouvé. Donc, donc avec un mélange d'oralité, de choses parfois plus écrites, comment est-ce que vous, poétique aussi, comment est-ce que vous avez travaillé ça Comment est-ce que ça a été très compliqué de trouver le ton que je voulais. J'ai tenté des choses qui marchaient pas du tout, quelque chose un peu à la vie devant soi avec des blagounettes et mais j'y arrivais pas. Et donc l'idée ça a été de faire que ce soit un des personnages qui possiblement est l'écrivain de ce texte quelques années plus tard, mais qui s'essaie à l'écriture et donc qui va essayer de retrouver un peu de l'oralité de cette époque-là et qui en même temps a un peu d'ambition, qui veut faire un peu écrivain, et du coup il y a ce mélange comme ça de passé composé, de passé simple. Et puis moi je commence à avoir une allergie au roman au présent. Je trouve qu'il y a une mode du roman au présent, de l'indicatif moi comme lecteur qui me fatigue. J'ai l'impression de lire des scénarios, que c'est une facilité, une paresse parfois d'écriture. Parfois, ça donne des choses merveilleuses, mais vraiment, je trouve que là, il y en a trop. Et donc, ça m'intéressait aussi de retrouver dans les temps, dans le passage brutal du présent au passé composé, à l'imparfait, au passé simple, quelque chose qui est, au fond, propre aussi au temps adolescent. C'est-à-dire qu'en une journée, il se passe l'équivalent d'un mois dans une vie d'adulte, quand on est ado, et que l'ami qu'on vient de laisser il y a 10 minutes, ça nous paraît déjà parfois très 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 loin, trop loin, dans un passé très lointain, et puis on change d'émotion très vite, et puis demain matin ça nous paraît dans 10 000 ans, et voilà. Et donc je voulais créer un peu ces changements de focale comme ça très rapides. Et après sur le vocabulaire, c'est un peu le même principe comme ça, de faire des variations entre un vocabulaire parfois très familier et puis d'aller chercher des choses un peu plus soutenues pour recréer cette modulation aussi de quelqu'un qui est en train d'inventer sa langue. Alors, la dernière question, parce qu'on arrive au bout de notre interview, est-ce que vous avez fait des rencontres avec des lycéens, par exemple, sur ce livre-là? Et non. Non. Ah,
Ben, le livre est sorti en janvier. Ah oui, donc ça a été... Confinement 1, confinement 2. Donc trop tard. Donc voilà. Bah, parce que je pense qu'il serait intéressant de voir aussi oui, quel regard beaucoup, ils peuvent porter. Alors du coup, c'était l'avant-dernière question, puisque la réponse est courte. Par contre, si j'ai eu des retours d'anciens élèves voilà, qui étaient touchés, enfin, voilà, j'étais content que d'anciens élèves le lisent, parce que je l'ai aussi écrit pour la jeunesse d'aujourd'hui, mais aussi pour les élèves que j'ai eus pendant 10 ans. Certains se sont reconnus peut-être, ou on dit reconnus, non, pas vraiment, mais enfin voilà, il y a quelque chose qui les a touchés. Alors à la fin du livre, il y a une petite notation qui pourrait laisser supposer que Lucky, Diego et Abdul existent vraiment, mais... Oui, enfin, pour un écrivain, ces personnages, ils existent, hein, sinon on ne passerait pas autant de temps avec eux. Mais ils n'existent pas, non, ils n'existent pas comme vous et moi, mais ils existent. Voilà, donc ça reste un mystère. Et un jour, vraiment, en me promenant dans la petite bourgade qui inspire Saint-Roch, j'ai vu 3 jeunes comme ça, et je me suis dit, et je venais de terminer le roman, et je me dis, ah bah oui, c'est eux, ils sont là. Donc voilà. Donc même sans les connaître, donc comme ça, vous pouvez les nommer, et ils existent pour de vrai. C'est ça. Eh bien, du coup, Aurélien, merci. Merci. Et puis donc, on va laisser la place à la lecture théâtralisée, je ne sais pas comment vous l'appelez, lecture mise en espace. Oui, une lecture mise en espace. Voilà, toute simple, toute sobre, de Lucky. Qui vous donnera une idée un peu plus précise de ce qu'il y a dans le roman, et ce qui ne vous empêche pas de le lire et de l'acheter chez tout bon libraire qui se respecte. Voilà, merci Aurélien. Merci beaucoup.